Aux premières heures du dimanche 20 juin 2004, la police a reçu un appel d'urgence frénétique de Jacqueline Krimble. À l'arrivée de la police, Jacqueline, communément appelée Jackie, a raconté aux officiers qu'elle et son mari avaient été agressés en rentrant chez eux après une soirée. Elle a affirmé que 4 hommes ont exigé des drogues et de l'argent avant de les immobiliser. Jackie a affirmé que son mari de 35 ans avait ensuite été emmené dans la voiture familiale. Selon elle, elle a alerté les autorités en composant le numéro de la police avec sa langue. Mais son histoire avait plus à offrir que ce qui était présenté à première vue. Bienvenue à l'anatomie du crime, où la vérité est notre scalpel et la justice notre mission. Et aujourd'hui, nous découvrons une maison de mensonges qui s'effondre. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les véritables profondeurs de la trahison et de l'avidité dans une affaire qui a même choqué les membres de la famille du coupable. Et pour la dernière mise à jour en date de 2024, abonnez-vous maintenant pour recevoir des mises à jour de nouveaux cas et pour montrer votre soutien aux histoires de crimes véritables. Revenons à l'affaire. Plus tard ce matin-là, qui coïncidait par hasard avec la fête des pères, le corps sans vie de Paul Krimble a été découvert dans sa voiture dans une ruelle du comté d'Armagh, à 2 miles de leur résidence. Il avait subi de graves coups, une suffocation, et avait les mains et les pieds liés avec des colliers de serrage. L'histoire des Krimble a débuté lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois à 17 ans. Après avoir accueilli leur premier enfant, une fille, dans le monde, ils se sont mariés en 1992. C'étaient des opposés en termes de personnalité. Jackie dégageait une audace, souvent très franche, et portait en elle un passé tumultueux. Inversement, Paul était de nature timide et réservé. Jackie était son premier véritable intérêt romantique, un fait qui soulignait leur personnalité disparate. Leurs différences conduisaient parfois à des moments gênants. Le comportement franc et parfois effronté de Jackie, ainsi que sa propension à la vulgarité, contrastaient fortement avec la nature réservée de Paul. Néanmoins, lorsque Jackie a présenté Paul à sa famille, ils ont été surpris par sa gentillesse et sa chaleur authentique. Paul était un choix non conventionnel pour Jackie, s'écartant de son type habituel. Pourtant, Paul était perçu par la famille de Jackie comme un partenaire louable pour elle. Malgré leur personnalité contrastée, lorsque Jackie est tombée enceinte, Paul a ressenti un sentiment d'obligation de rester à ses côtés. Élevé dans une famille chrétienne dévouée, Paul avait des croyances traditionnelles et se sentait obligé de soutenir Jacqueline. Il lui a donc proposé. Cependant, à la veille de leur mariage, Paul s'est confié à son meilleur ami, admettant son manque d'amour pour Jackie. Malgré les tentatives de son ami pour le dissuader de continuer, Paul se sentait obligé d'épouser Jackie pour le bien de leur enfant. Même si ses sentiments n'étaient pas totalement investis, il espérait que l'amour grandirait avec le temps. 6 ans après avoir échangé leurs vœux, et maintenant avec un deuxième enfant, un fils, Paul et Jackie ont déménagé dans le village rural d'Agory, dans le comté d'Armagh, à la recherche d'une maison plus grande pour leur famille grandissante. Financièrement, ils prospéraient. Paul était ingénieur mécanique dans l'aérospatiale et Jackie s'occupait du foyer et des enfants. Pour les étrangers, leur vie semblait prospère. Cependant, des fissures ont commencé à apparaître dans leur mariage. Jackie laissait souvent Paul s'occuper des enfants pendant qu'elle fréquentait le pub local. Confrontée à son comportement, elle a réagi avec hostilité et agressivité. Avec le temps, Jackie a acquis une réputation dans le village en tant que fêtarde, gagnant des étiquettes comme femme légère. Sa présence dans les bars signifiait souvent des problèmes, causant un malaise parmi les locaux qui anticipaient ses frasques perturbatrices. Un tel tumulte s'étendait à leur vie à la maison, où leur fille se souvenait de marcher sur des œufs autour de Jackie, craignant son tempérament volatile. Même des demandes innocentes pouvaient provoquer sa colère, laissant Paul et les enfants anxieux en sa présence. Leur fille a évoqué la peur de Paul envers son épouse. Au début, lorsque la police a enquêté sur le meurtre de Paul, ils ont accepté sans question le récit de sa femme. Au fil de l'enquête, les soupçons se sont tournés vers Jackie. Dans les premières 24 heures,
Les enquêteurs ont commencé à la voir comme une suspecte potentielle. L'une des premières découvertes des enquêtes initiales de maison en maison a révélé l'implication de Jackie dans une affaire extra-conjugale qui semblait être largement connue dans la région. Roger Ferguson, un agriculteur local de 31 ans, est apparu comme l'homme avec qui Jackie était romantiquement impliqué, une relation qui s'est développée après le déménagement de sa famille à Agory. L'enquête policière a examiné l'état du mariage Crimble et l'affaire de Jackie pour comprendre son éventuel mobile de meurtre. Le gain financier s'est révélé être un facteur important. Soi-disant, Jackie discutait fréquemment de questions financières, suggérant même que Paul Crimble lui serait plus utile mort que vivant. Les enquêteurs se sont concentrés sur le téléphone que Jackie prétendait avoir utilisé pour composer le 911 avec sa langue, doutant de cette affirmation. Pour confirmer, ils ont envoyé le téléphone au labo de criminalistique pour tester la présence de salive sur le clavier. Le laboratoire a confirmé la présence de la salive de Jackie, corroborant son récit. Des jours après le meurtre, la police d'Armagh a interrogé Jackie, bien qu'elle n'ait pas été inculpée et ait été libérée plus tard de garde à vue. Elle a pu assister aux funérailles de Paul, recevant du réconfort de la part de ses amis et de sa famille en quittant l'église. Roger Ferguson a également été interrogé, mais son alibi, fourni par sa mère, affirmait qu'il était à la maison au lit et qu'elle lui avait parlé vers 2 heures du matin. Incapable d'établir des preuves liant directement Ferguson et Jackie au meurtre, la police a eu recours à l'enregistrement secret des conversations du couple. Ces enregistrements ont révélé que Jackie et Roger ont continué leur liaison après la mort de Paul, souvent vus ensemble à Richel et dans le pub où ils s'étaient rencontrés 1 an plus tôt. Initialement une nouvelle venue, Jackie est rapidement devenue connue parmi les locaux, se vantant souvent de sa richesse perçue aux côtés de son mari. Roger et Jackie fréquentent régulièrement le billard du pub, mais certains amis de Ferguson n'apprécient pas sa nouvelle copine. Certains voyaient en elle un problème et conseillaient à Roger de s'en tenir éloigné. Cependant, Roger a ignoré leurs avertissements. Avant l'assassinat de Paul, Jackie a fait une promesse à Roger dans un garage automobile à Dungannon. Elle avait l'intention d'acheter à son amant un Jeep de 23 000 $ et a assuré au vendeur qu'il reviendrait avec de l'argent, probablement issu de la police d'assurance vie de Paul. La mère de Roger était aussi là durant la transaction. Pendant ce temps, Jackie a trouvé un emploi dans une maison de soins à Richel. Le couple a commencé à planifier leur avenir ensemble, mais Paul Crimble est devenu méfiant. Sa femme rentrait souvent tard dans la nuit. Parfois, elle ne rentrait pas avant les premières heures du matin. Malgré les dires de Jackie sur son travail, Paul n'a jamais vu ni argent ni fiche de paie. De plus, Jackie a trompé ses collègues, inventant des histoires comme celle de son enfant impliqué dans un accident pour justifier son absence au travail. Paul a découvert ce mensonge lorsque des collègues inquiets ont contacté leur domicile pour se renseigner sur le bien-être de leur fils après l'accident présumé, pour découvrir que l'enfant était en sécurité à la maison. Paul soupçonnait que Jackie avait inventé l'histoire pour passer du temps seul avec son petit ami. Paul était au courant de l'affaire de sa femme, mais ses amis croyaient qu'il fermait les yeux pour le bien de leurs enfants. Paul s'efforçait toujours de fournir la meilleure vie possible à sa famille, mais Jackie semblait perpétuellement insatisfaite, peu importe combien il donnait. Jim McFarland, un ami d'enfance de Paul, percevait leur mariage comme dépourvu d'amour, sur la base de ses observations de leurs interactions au fil des années. La famille de Jackie reconnaissait qu'elle avait tendance à parler agressivement ou à rabaisser Paul. Ils ont exprimé leur désapprobation, incitant Jackie à mieux se comporter avec eux. Cependant, son masque glissait fréquemment, dévoilant sa vraie nature. Quelques jours avant le meurtre, Jim et Paul ont entrepris un tour à moto en Espagne, réalisant une ambition de longue date. La moto offrait à Paul un sentiment de liberté, lui permettant d'échapper au chaos de sa vie familiale et de trouver la paix. Cependant, malgré la joie des vacances, Jim s'inquiétait sérieusement pour le mariage de son ami. Ils en ont discuté longuement, et Paul a avoué que le mariage était en train d'échouer, et il semblait inévitable qu'il se sépare bientôt de Jackie. Néanmoins, la motivation principale de Paul pour rester était ses enfants. Il était déterminé à les empêcher de vivre dans un foyer brisé, et a fait tout son possible pour sauver le mariage. De plus, il craignait de perdre l'accès à ses enfants, car Jackie avait menacé à plusieurs reprises qu'il ne les reverrait jamais s'il la quittait. Paul n'était pas prêt à prendre ce risque, privilégiant avant tout le bien-être de ses enfants. Le voyage en Espagne fut les dernières vacances que Paul et Jim passeraient ensemble.
Les soucis de Jim dépassaient les problèmes de couple de Paul. Il craignait pour la sécurité de Paul. Juste un mois auparavant, 2 hommes avaient cambriolé leur maison familiale pendant que Paul dormait. L'un des intrus tenait une pelle. Paul s'était couché tôt, anticipant un début de travail matinal le lendemain. Jackie était absente, faisant du shopping avec les enfants, un détail suspect pour Jim. Paul a raconté avoir entendu des bruits dans le couloir et, dans un état de confusion, a pris les intrus pour sa famille revenant des magasins. Réveillé en sursaut, il a appelé Jackie, pour finalement se retrouver face à un agresseur, avec une pelle qui se tenait au-dessus de lui. Paul a rapidement attaqué l'intrus, qui s'est enfui. Un autre homme masqué a crié depuis le couloir, poussant Paul à le poursuivre. Il a observé les 2 intrus échanger des regards avant de fuir la maison. Le jour suivant, Jackie a offert à ses collègues une explication extraordinaire pour l'effraction, affirmant que les intrus l'avaient ciblé en raison de son supposé service militaire. Une fabrication, car Jackie n'avait jamais servi dans l'armée. La tromperie de Jackie s'est aggravée. Elle a faussement accusé son mari de l'avoir forcé à des relations sexuelles en groupe et de lui avoir transmis une infection sexuellement transmissible. Cependant, son mensonge le plus flagrant était réservé à son amant, Roger Ferguson. Elle lui a révélé qu'elle avait attendu des jumeaux, mais qu'elle les a perdus suite à une agression de son mari, Paul. La police a commencé à soupçonner que Roger Ferguson croyait trop facilement la représentation négative que Jackie faisait de Paul, le dépeignant comme abusif envers elle et leurs enfants. Après le retour de Paul d'Espagne, Jackie a organisé pour que les enfants restent avec leur grand-mère paternelle à Carrick, Fergus, et a invité Paul à boire un verre, ce qui était une rupture avec leur routine habituelle. Ce geste orchestré, apparemment hors de caractère pour Jackie, a laissé Paul espérer une réconciliation, incitant son consentement. Ils se sont dirigés vers un bar local, où Jackie a encouragé Paul à consommer plus d'alcool que d'habitude, le laissant fortement intoxiqué à la fin de la nuit. Les caméras de surveillance ont capturé leur départ du bar vers la rue, marquant la dernière apparition de Paul vivant. Malgré avoir quitté le bar à 1h23, l'appel de Jackie au 999 n'a pas été passé avant 2h35, laissant un laps de temps significatif non comptabilisé. Le trajet du bar à leur maison prenait généralement 5 minutes. Par conséquent, le retard dans la prise de contact avec les services d'urgence a suscité des soupçons. De plus, plusieurs autres aspects de l'affaire ont déstabilisé la police. L'emplacement du téléphone dans la maison a aussi éveillé des soupçons. Si, comme Jackie le prétendait, le téléphone était sur la table renversée, il semblait improbable qu'il se retrouve debout avec le socle intact. Quelque chose dans la scène semblait incorrect aux enquêteurs. Cela semblait étrange. Lorsque la police est arrivée à la maison vers 3 heures du matin, ils ont trouvé Jackie Crimble à genoux sur le côté gauche du couloir. Ses mains, mais pas ses pieds, étaient liées avec des colliers de serrage, un détail déroutant. Un officier a utilisé un canif pour libérer ses mains des liens. Jackie a raconté à la police que les intrus avaient agressé son mari, le poussant au sol et le soumettant à une sévère correction. Ils l'ont ensuite asphyxié en plaçant un sac en plastique sur sa tête et en le fixant avec du ruban adhésif. Jackie a prétendu avoir vomi, mais aucune trace n'a été trouvée sur les lieux. Le médecin qui l'a examiné ensuite a noté des lectures normales de pouls et de tension artérielle, chose inhabituelle après un événement si traumatisant. L'analyse médico-légale a révélé une empreinte de botte Caterpillar de taille 10 dans le couloir, correspondant à la chaussure de Roger Ferguson. 50 acides désoxyribonucléiques d'une cigarette roulée découverte dans la maison correspondaient au profil génétique de Roger Ferguson. Cependant, le ministère public a reconnu que ces éléments de preuve auraient pu provenir d'une occasion antérieure. Les colliers de serrage utilisés pour entraver les poignets et les chevilles de Paul Crimble ont été trouvés contenant l'acide désoxyribonucléique de Roger Ferguson. De plus, les empreintes digitales de Jackie ont été trouvées sur le sac en plastique utilisé pour étouffer Paul, ainsi que sur le sac suivant d'où il avait été retiré. Le rouleau de sac en plastique et le rouleau de ruban adhésif utilisé pour fixer le sac autour du cou de Paul ont été remis dans le tiroir où ils étaient initialement stockés, indiquant qu'ils avaient été remplacés après utilisation. Une percée a eu lieu lorsque la police a examiné les relevés téléphoniques de Roger Ferguson. Ils ont découvert un appel passé à un jeune de 17 ans nommé Colin Robinson à 2h21, le matin du meurtre. Robinson a plus tard avoué avoir été à la maison des Crimble, prétendant initialement qu'il était censé fournir uniquement le transport.
Cependant, après plusieurs entretiens avec la police, il a avoué avoir accompagné Roger Ferguson chez Paul Crimble. Tiraillé entre la loyauté envers son ami et la vérité, Colin Robinson a finalement avoué. Il a avoué avoir pris part aux événements de cette nuit-là et aidé Roger Ferguson à disposer du corps de Paul. Le témoignage de Robinson a permis à la police de reconstituer les faits de cette nuit-là. Peu après avoir quitté le bar, Paul et Jackie sont rentrés chez eux. Le trajet est en cours. À la maison, Roger Ferguson a forcé son entrée, suivi de Colin Robinson. Il y a eu une lutte et Paul a été renversé. Robinson a suivi et a vu Jackie Crimble donner un coup de pied à son mari alors qu'il était au sol, après l'attaque. Il a vu Ferguson menotter Paul avec des colliers de serrage. Troublé, Robinson a quitté la maison. Ferguson l'a rappelé quelques minutes plus tard et est monté dans la voiture de la famille Crimble. Une fois à l'intérieur, il s'est rendu compte que le corps de Paul Crimble était sur le siège arrière. Ferguson a insisté pour qu'il reste malgré sa tentative de partir. La voiture a ensuite été abandonnée dans une ruelle. Le lendemain, le corps de Paul Crimble a été retrouvé à 2 miles de chez lui. Après un procès de 4 mois, Roger Ferguson et Jacqueline Crimble ont été reconnus coupables de meurtre le 17 mai 2007. Colin Robinson a été reconnu coupable d'aide aux délinquants. Dawn Ferguson, la mère de Roger, a été condamnée pour avoir perverti le cours de la justice en fournissant un faux alibi à son fils. Le juge a dit à Roger Ferguson qu'il s'était laissé emporter par cette liaison amoureuse. Il a dit à Jacqueline Crimble, « Lorsque vous n'avez pas réussi à prendre la réputation de votre mari, vous avez pris sa vie. Vous êtes coupable de l'acte ultime de trahison. » Le juge McLaughlin a déclaré que lorsque Crimble et Ferguson ont finalement réussi à isoler son mari, impuissant, dans sa maison de Ballybray Road à Ahourie, ils ont agi comme des bourreaux. Comme un bourreau, vous et Roger Ferguson avez mis un sac noir sur sa tête, l'avez scellé autour de son cou, avez regardé alors qu'il luttait pour respirer et avez attendu qu'il meure. La cruauté implicite dans ce que vous avez fait, a déclaré le juge, défie la croyance. Monsieur le juge McLaughlin a déclaré que le plan de meurtre émanait de votre cupidité et de votre haine envers votre mari. Votre trahison envers lui était de proportions bibliques. Se tournant vers Ferguson, le juge a déclaré que toute suggestion selon laquelle il aurait tué parce qu'il était pris au piège par Crimble était fausse. La réalité est que vous avez tué parce que vous souhaitiez profiter de la mort de Paul Crimble. Vous avez participé de votre plein gré et en pleine possession de vos moyens, a affirmé le juge. Le juge a condamné Roger Ferguson à la réclusion à perpétuité et à une peine fixe, également connue sous le nom d'éligibilité à la libération conditionnelle de 18 ans. Il a condamné Jacqueline Crimble à la réclusion à perpétuité et a fixé sa peine à 20 ans. Colin Robinson a purgé une peine de 3 ans de prison, tandis que la mère de Ferguson, 57 ans, a été condamnée à 12 mois de probation. Après la condamnation, la mère endeuillée de Paul Crimble assassiné et la mère dévastée de sa femme tueuse ont partagé un sentiment de soulagement que la justice ait enfin été rendue. Les deux mères ont déclaré qu'elles pouvaient maintenant essayer de reconstruire leur vie. Phyllis Cree, la mère de Jackie, a affirmé que malgré une certaine justice rendue, elle aimerait que sa fille reste emprisonnée à vie. Quiconque fait quelque chose, comme ce que ma fille a fait, mérite d'être envoyé derrière les barreaux pendant très longtemps. Dans des cas comme celui-ci, la vie devrait signifier la vie, a-t-elle dit. Jackie n'a finalement jamais reçu le paiement de l'assurance vie de Paul de 300 000 livres, soit environ 370 000 $. Un juge a ordonné qu'il soit placé en fiducie pour leurs 2 enfants. En 2013, Danielle, la fille de Paul et Jackie alors âgée de 21 ans, a exprimé publiquement son dégoût pour sa mère. Elle a révélé comment sa mère a continué à ruiner sa vie depuis la prison. Au Sunday Mirror, elle a révélé que Jackie avait profité du fait qu'elle avait conservé les droits parentaux sur Daniel et son frère cadet Adam pour les contrôler et tenter de les intimider pour qu'ils acceptent qu'elle était innocente. Daniel a déclaré au journal qu'elle essayait de la soudoyer en promettant de signer un formulaire de consentement pour les voyages scolaires si elle venait la voir. Quand j'y allais, elle clamait son innocence. Elle refusait de signer lorsque je lui disais que je ne la croyais pas. J'étais le seul enfant de la classe à être délaissé. Parlant des conséquences de la mort de son père, Danielle a dit qu'elle n'a jamais vu sa mère montrer de chagrin ou de remords, et qu'elle voyait toujours Roger. L'insulte finale est survenue lorsque Jackie a brûlé tous les biens de son mari et toutes les photos de lui quelques semaines après sa mort.
Danielle n'a réussi à sauver qu'une seule photo d'elle et de son père, qu'elle chérit maintenant. Elle n'était pas une mère. Elle était un monstre. Quelqu'un qui non seulement a tué mon papa, mais a aussi détruit mon enfance. Jacqueline Crimble finira de purger sa peine de 20 ans en 2027. Elle continue de nier qu'elle ait joué un rôle dans le meurtre de son mari et n'admettra probablement jamais la vérité. Et vous, chers téléspectateurs, quel est votre avis? Jackie devrait-elle avoir une chance de reconstruire sa vie ou est-elle irrécupérable? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et consultez l'un de nos autres cas à l'écran ou la playlist de tous nos cas. Votre soutien maintient nos enquêtes en vie. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous, c'est rapide et gratuit. Merci.